Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de cet épisode présidentiel en Mauritanie et au Kenya, le président Ruto retire le projet de budget à l'origine de violentes manifestations qui ont coûté la vie à plusieurs personnes à Nairobi. En première partie donc de cette émission, nous passerons en revue les candidatures, mais surtout les enjeux du prochain scrutin électoral en Mauritanie. Les Mauritaniens sont ainsi appelés aux urnes le 29 juin pour élire leur prochain président. Et à la veille de la fin de cette campagne officielle lancée le 14 juin dernier, nous allons faire un focus sur les candidats, les 7 candidats en lice, dont le président sortant Mohamed Ould Ghazouani. Ces élections revêtent une importance majeure, la Mauritanie représentant un des rares havres de stabilité dans la région. En parlant de foyers de tension, au Kenya, des manifestants ont pris d'assaut hier à Nairobi le Parlement, une première depuis l'indépendance du pays en 1963. Le gouvernement kényan a dû déployer l'armée pour soutenir la police. Au moins 13 personnes ont été tuées selon un bilan officiel. Comment des manifestations contre une loi de finances ont pu virer au chaos sous les regards inquiets de la communauté africaine et internationale? Réponse dans cette émission en compagnie de nos experts. Et avec moi en plateau, l'expert en relations internationales, Fed Boutaleb. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Se joint à nous depuis Dakar, Lemine Ould Salem, spécialiste des questions africaines et confrère journaliste. Bonsoir Lemine et merci de vous joindre à nous. Bonsoir à tous. Et avec nous également, cette fois depuis Lyon, le secrétaire général et chercheur associé au think tank Neige Maroc, Yassine Liatioui. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba. Première question donc, et notre premier sujet pour cette émission sur les élections présidentielles en Mauritanie. 7 candidatures retenues par le Conseil constitutionnel. Lemine Ould Salem, un mot d'abord sur cette élection présidentielle, l'importance de cette élection présidentielle en Mauritanie. Alors, l'importance de cette élection est que c'est la première qui se déroule avec un président élu et dont la légitimité n'est pas contestée. C'est la première élection aussi qui se déroule dans un contexte plus ou moins où les rapports entre les acteurs politiques sont plus ou moins courtois et apaisés. Il est très rare en Mauritanie qu'il y ait eu une élection présidentielle où les différents adversaires ont de relations de courtoisie, de respect, de considération. Cela dit, il faut se poser plutôt la question de savoir quel est l'enjeu de cette élection. Nous allons y venir. Mais elle représente quand même, elle est d'une importance particulière compte tenu du contexte régional, politique en l'occurrence. Oui, peut-être que si, oui, comparativement aux autres pays du Sahel, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, oui, on peut dire que l'importance de cette élection est qu'elle se déroule dans un contexte plus ou moins apaisé, dans un contexte de stabilité, etc. Mais l'enjeu essentiel de cette élection en Mauritanie, c'est plutôt de savoir est-ce que les Mauritaniens vont-ils, oui ou non, reconduire Mohamed Ould Ghazouani, dont le premier quinquennat s'est passé plus ou moins sans grand heurt avec l'opposition, sans grande tension, sans grande crise, mais également on lui reproche aussi de ne pas avoir posé d'actes marquants, comme par exemple comparativement à son prédécesseur, qui est d'ailleurs devenu son rival et qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui en prison pour avoir été condamné par la justice pour enrichissement illicite. Il n'y a pas de réalisation d'infrastructures, il n'y a pas de nouveaux aéroports, il n'y a pas de réalisations concrètes, spectaculaires, comme avait l'habitude de le faire son prédécesseur. Mais cela dit, il a quand même à son avantage le fait d'avoir quand même passé 5 ans au pouvoir sans avoir à emprisonner un opposant politique, sans avoir à avoir une manifestation contestant sa légitimité, etc. Il est vrai que les 5 premières années qu'il a passées au pouvoir ont été marquées par, d'une part, par la crise du Covid qui a beaucoup impacté le pays, d'ailleurs le monde entier, et particulièrement un pays aussi fragile comme la Mauritanie. Et puis après, il y a eu aussi
tous ces troubles dans la sous-région, notamment des coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso, où les Mauritaniens s'inquiétaient beaucoup sur l'extension éventuelle de ces crises, notamment le conflit surtout connaissant l'histoire du pays et la succession des coups d'État depuis 1978 jusqu'en 2008. Ah oui, justement, la Mauritanie, comme le Niger, par exemple, sont parmi les champions d'Afrique en coup d'État réussi ou avorté. Il est vrai que, bon, cela a quand même fait depuis 2008, il n'y a pas eu de coup d'État en Mauritanie. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que Mohamed Cheikh Razouani est le premier Mauritanien à avoir été élu au terme d'un processus électoral et qui d'ailleurs est en train de briguer un second mandat sans coup d'État. Il a été élu après la fin du mandat de son prédécesseur Mohamed Ould Abdelaziz, et puis lui-même s'apprête à se présenter à une élection à se succéder à lui-même probablement, mais sans passer par la case coup d'État. Et je pense que ça, c'est exceptionnel dans l'histoire de la Mauritanie. Que peut-on dire sur les 7 candidatures retenues par le Conseil constitutionnel, dont celle du président sortant, Hafed Boutalob? Alors, le président sortant, comme vient de le rappeler M. Lamine, effectivement, c'est la première fois, c'est historique, c'est la première fois qu'un président brigue un second mandat tout en ayant été élu pour son premier mandat. Donc, c'est la première fois qu'un président va à la rencontre du peuple mauritanien pour défendre son bilan. Ça n'avait jamais existé de l'histoire politique de la Mauritanie. Et donc, même s'il est donné vainqueur, c'est un exercice politique intéressant. Il y a aussi Hamadou Ould Sid El Mokhtar, qui est le candidat du parti Tawasul, qui est le candidat donc des islamistes et des conservateurs dans le pays. Là aussi, sa performance est observée. Le programme qu'il défend est aussi tout autant observé, pour voir dans quelle mesure la mouvance islamiste en Mauritanie progresse ou recule et quelle est sa représentativité réelle au sein de la population. Donc là-dessus, le scrutin d'après-demain nous permettra de jauger la performance du parti Tawasul, donc du parti des islamistes, et la capacité à ce parti à se constituer comme une alternative dans le futur. Il y a aussi le troisième principal candidat, parce qu'il faut noter qu'il y en a 3 qui sont principaux, c'est Biram Da Abied. Biram Da Abied était arrivé deuxième aux élections de 2019, mais il n'avait recueilli que 18,5% des voix. C'est un militant des droits de l'homme qui est bien connu en Mauritanie, mais aussi en Europe, qui avait beaucoup milité pour, d'une certaine manière, l'égalité au sein de la société mauritanienne qui connaît quand même beaucoup de communautarisme et qui aujourd'hui va se défendre, encore une fois, puisqu'il il se présente souvent comme leader de l'opposition en Mauritanie, il va défendre ses 50 bilans en tant que leader de l'opposition et le scrutin permettra de voir si Biram Da Abied jouit d'une réelle popularité, d'une réelle base populaire et s'il progresse aussi en termes de voix et si lui-même peut, en 2029, constituer une véritable alternative, puisque, comme je vous l'ai dit, quand même, le président Ould Razouani est donné vainqueur dans la plupart des sondages d'opinion en Mauritanie. Ce qui est intéressant, c'est que le président sortant a tenu donc ou a démarré sa campagne depuis la capitale Nouakchott, contrairement à son opposant, donc Biram Ould Abeid, qui, lui, a choisi de lancer sa présidentielle dans des villes à l'intérieur du pays. Et aussi, force est de constater que les 5 autres candidats, eh bien, c'est leur première participation à une élection présidentielle. Donc, c'est leur première candidature à l'élection présidentielle. Que peut-on dire justement, allons dans le détail du bilan du président sortant, Yassine Yatioui? Le président sortant a quand même amené à une certaine stabilité au sein de la société mauritanienne, sans heurts, sans également réel soulèvement populaire ou contestation de sa mandature. Donc déjà, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la prouesse en Mauritanie, et il faut le saluer. C'est un mandat aussi où il a amené une certaine pérennité au sein de la présidence et au sein donc de l'exécutif mauritanien.
Et puis, il faut également mettre en avant le fait que la Mauritanie était à la présidence de l'Union africaine ces derniers mois, où la Mauritanie a donc joui d'une certaine, on va dire, vitrine à l'échelle continentale, même si cette présidence à l'Union africaine peut être considérée aussi un peu comme un cadeau empoisonné, hein, étant donné les nombreuses crises qu'il existe sur le continent africain, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Kenya, qu'on va évoquer tout à l'heure, que ce soit au Soudan ou encore en Somalie. Mais en tout cas, la Mauritanie, grâce à El Ghazal El-Zouani, le président sortant, permet désormais d'avoir une certaine légitimité au sein déjà de sa population. Il ne faut pas oublier que la Mauritanie est un grand pays en termes de superficie, mais jouit de seulement 4,7, 4,8 millions d'habitants, hein. Et ce grand pays avec aussi peu d'habitants jouissait tout simplement d'une absence sur le plan continental ces dernières années suite à des successions de coups d'État. Et il faut donc vraiment mettre en avant cet argument politique de stabilité et désormais de rayonnement à l'échelle continentale. En parlant de l'échelle continentale, est-ce qu'il y a comme un semblant d'interférence justement dans cette campagne électorale par des tierces parties, comme cela a été relayé par certains organes de presse? En fait, il y a un contexte très tendu dans la région. C'est le bouleversement que connaît le Sahel. Il y a de très importants bouleversements que connaît le Sahel depuis une quinzaine d'années, notamment l'insécurité, la prolifération de groupes paramilitaires et donc tous les trafics qui... En parlant de groupes paramilitaires, il y a eu des délégations de la prétendue race du Polisario qui se sont rendues en Mauritanie pendant la campagne présidentielle. Alors, ils n'ont pas été reçus par aucun dirigeant significatif ni par aucune formation politique. Mais ils ont quand même approché des partis politiques dans le pays. Eh bien, écoutez, le peuple mauritanien a bien compris... C'est-à-dire le timing est calculé, j'imagine. Oui. Il y a toujours une volonté de perturber le fonctionnement démocratique de ce pays-là, de la part de parties tierces, comme vous avez dit, puisque la stabilisation de la Mauritanie et le décollage économique de la Mauritanie, qui est tendu, puisque nous allons en parler certainement, il y a cette fameuse manne pétrolière qui va commencer à donner ses premiers fruits, et gazière. Et gazière, eh bien, ce décollage économique et la stabilisation de Mauritanie constituent un danger pour les tenants du séparatisme, de la division et ces éléments qui ont bloqué l'intégration au Maghreb depuis un demi-siècle. Et aujourd'hui, voir la Mauritanie, un État intégré dans la région, constitue donc d'une certaine manière un cauchemar pour ceux qui veulent absolument le blocage de la région et le recul de la région. Lemine Oueldsel, peut-être quelque chose à ajouter là-dessus et aussi enchaîner avec qu'est-ce qui différencie la campagne ou en tout cas les promesses de campagne du président sortant des actions qu'il a pu mener pendant son dernier mandat ou le mandat sortant. Alors, le président mène une campagne classique, hein, il est en train de défendre son bilan d'ailleurs, il insiste beaucoup sur une de ses réalisations phares, qui est la fameuse agence Ta'azur, qui lutte contre la pauvreté, l'intégration sociale, etc. etc. Et là, c'est le lieu peut-être de souligner que malgré l'absence on ne peut pas parler d'un bilan politique de Razouani si ce n'est l'apaisement de la scène politique. Et d'ailleurs, c'est beaucoup pour un pays très tendu comme la Mauritanie, où en général les rapports entre les acteurs politiques sont extrêmement exécrables, très violents, très tendus. Sa seule réalisation concrète, visible et manifeste est ce sont plutôt les programmes sociaux, etc., qu'il a initiés et sur lesquels d'ailleurs il axe beaucoup sa campagne, même s'il ajoute d'autres éléments, l'unité nationale, la sécurité, etc. Il faut aussi, même si la sécurité, il va de soi, c'était un ancien chef d'état-major, c'est un ancien général d'armée, il a été ministre de la Défense, et avec l'ancien président Aziz, c'est l'architecte d'ailleurs du dispositif sécuritaire qui a permis à la Mauritanie d'arrêter les attaques d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et de sanctuariser les territoires et éviter de se retrouver emportés par le conflit
au Mali voisin, avec lesquels les liens sont extrêmement étroits, les liens humains, les liens économiques, les liens sociaux, historiques, etc. etc. Et en dehors de... D'ailleurs, il n'insiste pas beaucoup sur la question sécuritaire, parce que, bon, de toutes les façons, je pense que c'est qu'il considère comme une situation acquise, mais par contre, il insiste beaucoup sur sa politique sociale, etc. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est le seul argument réel qu'il peut défendre aujourd'hui, lui et ses partisans. Tandis que les autres axent beaucoup sur l'idée des changements, d'alternance. Il faut souligner qu'il n'y a pas que... il est vrai que la principale figure aujourd'hui qui peut jouer, qui ne joue pas les figurants, c'est le candidat Biram Ould Oulabi. Mais il n'est pas sûr que Biram puisse réitérer son score de 2019, où il était venu deuxième, avec un soutien massif d'une très bonne partie de la diaspora d'ailleurs, qui éventuellement pourrait lui manquer cette année, et qui lui milite pour l'alternance, tout comme le professeur Outouma Soumaré, célèbre médecin, très actif historiquement dans la société civile, extrêmement populaire, dans les milieux intellectuels de Nouakchott. Tous ces gens, tous militent pour l'alternance, mais avec bien sûr, a priori, il y a très peu de chances que cela puisse survenir, dans la mesure où Ould Ghazouani part dans une position de favori absolu pour être élu au premier tour. Donc selon vous, il a toutes ses chances pour une réélection le 29 juin? Oui, je serais très surpris qu'il y ait un second tour. Voilà. Même si il ne faut pas oublier que le Sénégal voisin, qui vient de réussir quand même une alternance historique exemplaire avec l'élection du duo, en fait l'élection de Bachirou Diomaye Faye à la présidence contre le candidat de la majorité Amadou Ba. Et cette candidature est issue justement d'un mouvement qui est né en dehors du système politique classique, qui est du fameux parti PASTEF, avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Ça donne des idées en Mauritanie, ça donne des idées ailleurs. Biram Daabed rêverait bien d'être le Sonko mauritanien ou le Bachirou Faye mauritanien, sauf que le contexte n'est malheureusement pas le même. Le Sénégal est un pays où les institutions, il y a une certaine culture démocratique, où il y a un consensus sur les grandes règles du jeu politique, sur le socle même de la nation, ce qui n'est pas forcément le cas en Mauritanie, où les acteurs politiques n'ont pas les mêmes pratiques et les mêmes cultures politiques que leurs voisins sénégalais. Mais cela dit, ce serait quand même un miracle si jamais une alternance à la sénégalaise survienne. Et je pense que certains en rêvent et ils n'ont pas tort. En parlant de pratiques politiques, on annonce que l'Observatoire national de surveillance des élections a été renouvelé. Quel est le rôle de cet organe dans le bon déroulé de ces élections, Yassine Yatioui? Certain arbitrage, une certaine transparence, un certain suivi de l'ensemble des élections sur l'entièreté du territoire mauritanien, voir si tout simplement le processus de vote est transparent, qu'il n'y a pas de bourrage de vote, qu'il n'y a pas également de trafic d'influence à l'entrée des bureaux de vote. Et ces organisations sont très confiantes au niveau de la Mauritanie. C'est une bonne chose parce que ce climat de confiance sur le plan politique peut bénéficier ensuite comme argument stratégique, structurel pour la Mauritanie afin de dessiner des partenariats, que ce soit avec des organisations supranationales et puis également recevoir le coup de pouce, que ce soit du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, sur des projets structurels qui seront, je pense, prioritaires dans les années à venir. Hafed Boutaleb, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut noter quand même que la population mauritanienne est jeune. Oui. Alors la stabilité, c'est bien, parce que d'ailleurs, un point commun, vous avez évoqué tout à l'heure les mines, le Sénégal, un des principaux points en commun qu'a le Sénégal et la Mauritanie, c'est vraiment la stabilité. C'est deux pays qui sont stables, avec des structures, bien que les structures politiques et démocratiques sénégalaises aient plus de maturité que leurs consoeurs mauritaniennes, mais force est de constater que ce sont quand même des pays où
la paix règne, la stabilité règne. C'est bien, mais en même temps, avec une population très jeune, les moins de 35 ans représentent plus de 70%, les 2/3 de la population mauritanienne, il faudra créer des emplois. Comment pensez-vous que les dernières découvertes, Hafed Boutaleb, de gaz et de pétrole, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, pourront donner un nouveau souffle, et quelle place à la coopération internationale pour justement dynamiser, redynamiser cette économie mauritanienne? Alors déjà, effectivement, comme vous l'avez souligné par rapport au Sénégal, c'est vrai que la Mauritanie reste un pays assez stable, avec des institutions qui sont en voie de maturité. Et l'avantage, c'est que c'est un pays qui, quand même, pendant 60 ans, a constitué patiemment, créé son économie, ses structures économiques. C'était effectivement essentiellement fondé sur la pêche, sur le minerai de fer, mais aussi sur l'agriculture, sur l'entrepreneuriat, qu'il faut souligner, concentré dans la région de Nouakchott. Mais maintenant, il y a cette manne pétrolière et gazière que le pays va se partager, et que les deux pays voisins, Mauritanie et Sénégal, ont montré une grande maturité dans la manière dont ils ont partagé ces ressources offshore qui sont au large des côtes des deux pays, et qui pourront donc bénéficier aux populations de part et d'autre. C'est vrai que c'est un pays où il n'y a même pas 5 millions d'habitants, 4,5 millions pour 1 million de kilomètres carrés. Donc c'est un des pays les moins denses au monde, avec des régions agricoles dans le sud, autour de la région du fleuve Sénégal. Donc il y a de grands challenges à faire. Et il y a une sécurité aujourd'hui. Depuis 2011, il n'y a pas eu d'attaque djihadiste. Il y a une sécurité alimentaire. C'est une première aussi. Oui. C'est une exception dans la région. C'est une exception dans la région, puisque les attaques djihadistes n'ont eu de cesse de proliférer dans la région, notamment dans les pays voisins. Voilà, exact. Au Mali, même dans le sud de l'Algérie, au Niger et ainsi de suite, au Burkina Faso. Et donc, c'est vrai, c'est une première, c'est une exception dans la région. Et il y a une stabilité politique maintenant depuis 2019 avec un exercice démocratique délicat mais qui a été accompli. Notamment, on a vu que l'ancien président a été poursuivi, qu'il n'y a pas eu de conséquences politiques, qu'il a eu la chance de pouvoir, l'occasion de déposer son dossier de candidature, même s'il a été refusé par le Conseil constitutionnel pour les élections de 2024. Donc il y a un cadre politique, institutionnel qui est installé. L'armée semble jouer le jeu. Cette armée qui avait, comme vous l'avez souligné, conduite un certain nombre de coups d'État entre 1978 et 2008. Aujourd'hui, ça fait quand même plus de 15 ans que l'armée semble jouer le jeu et est cantonnée aux casernes. Il y a une classe politique. Donc les retombées de ces ressources hydrocarbures, nécessairement, vu le contexte, seront mieux utilisées certainement que peut-être ailleurs dans le continent et iront bénéficier à la population. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de retombées sur le terrain, mais ça ne fait que commencer. Le deuxième mandat du président Ghazouani sera certainement dédié à l'exploitation et à la redistribution de ces ressources. On imagine plus d'infrastructures, plus d'aéroports, donc routes, ports, aéroports, autoroutes notamment, des barrages. On imagine aussi beaucoup d'investissements dans la lutte contre le changement climatique, puisque c'est un pays qui est grandement victime de la sécheresse, de la désertification, des efforts conjoints notamment peut-être avec les pays voisins, dont le Maroc, pour faire reculer la désertification. On imagine aussi beaucoup d'investissements dans l'éducation, la formation, le renforcement de compétences et de capacités pour pouvoir faire en sorte que la société mauritanienne ne tombe pas dans la rente, dans le danger de la rente, puisque avec aussi peu d'habitants et toute cette manne qui va s'offrir à eux, il y a toujours la tentation de la rente. Et au contraire, il va falloir bien veiller à ce que cette rente-là puisse aller dans le renforcement de capacité, faire en sorte que les Mauritaniens deviennent aussi exportateurs de produits transformés, aussi de la culture hassani, dont ils sont aussi les représentants, et que la Mauritanie puisse, avec ses pays voisins, construire un espace d'intégration plus large qui bénéficie à toutes les populations. Lamine Oulselem, je vous voyais acquiescer pendant l'intervention de Hafed Boutaleb et aussi vous interpeller sur justement ce volet économique de cette campagne présidentielle. Oui, parce qu'il a insisté beaucoup justement sur cette nécessité de ne pas tomber dans cette culture de la rente, etc. C'est ce qui menace d'ailleurs très souvent des pays qui viennent de découvrir des richesses naturelles importantes comme le gaz ou le pétrole, etc. Je pense qu'absolument, l'un des grands enjeux d'ailleurs du futur, de l'avenir proche pétrolier ou gazier de la Mauritanie est
comment utiliser cette manne? Se contenteront-ils justement d'une situation de rente ou profiteront-ils plutôt de ces nouveaux revenus pour transformer structurellement l'économie du pays avec le développement de quelques secteurs peut-être où le pays pourrait se spécialiser, etc. Je pense qu'il a absolument raison en soulignant, en mettant en garde contre ce risque de tomber dans une situation de rente. Et d'ailleurs, je pense que le second mandat de Mohamed Cheikhar Ghazouani, si jamais il est élu, même si les pronostics le donnent déjà favori pour le premier tour, si jamais il est élu, ce sera plutôt justement de mener une politique économique qui pourrait éventuellement transformer structurellement le pays. 75% de la population ont moins de 35 ans, le pays est immense, vaste, très peu peuplé, mais malheureusement, la répartition des richesses n'est pas très équitable. Certains secteurs sont... il y a une situation d'exception où quand il y a la menace d'Al-Qaïda, etc., il a fallu, bien sûr, orienter les dépenses budgétaires beaucoup plus vers la sécurité, etc., c'est ce qui était légitime et compréhensible. Mais aujourd'hui, où la situation sécuritaire est plus sous contrôle, je pense que les futurs revenus du pétrole et du gaz, qui sont estimés devant être considérables, devraient plutôt être utilisés pour transformer l'économie et éventuellement d'autres secteurs comme l'éducation, la santé, les infrastructures, les routes, etc., etc. Et je pense que c'est, à mon avis, et d'ailleurs d'après son entourage, le candidat Ghazouani promet que son second mandat sera celui de la transformation structurelle du pays. Absolument, la lutte contre la pauvreté et surtout le soutien à la jeunesse, cette jeunesse qui est majoritaire, mais qui est, puisque vous parlez de tentation, qui est très tentée par l'étranger, par quitter le pays pour aller chercher de meilleurs horizons ailleurs. Voilà, et en parlant de jeunesse, nous allons à présent passer à notre deuxième sujet d'actualité, c'est le Kenya. Le Kenya, William Ruto fait marche arrière, retire ce projet de loi de finances, un projet de budget qui était à l'origine de ces manifestations violentes. D'abord, une réaction par rapport à cette réponse du président kényan, Yassine Yatiwi, au lendemain donc de ces manifestations qui ont coûté la mort à plusieurs personnes. On parle d'un bilan officiel de 13 personnes, bilan contesté par certaines associations humanitaires. Mais voilà, on l'a vu, les images étaient quand même très parlantes. Est-ce que la violence de ces manifestations a poussé le président à retirer ce projet de loi de finances? On discutera plus tard des détails et surtout de la hausse de ces impôts qui ont fait exploser la rue et qui ont mené à ces manifestations. C'est un réel rétropédalage du président kényan qui était sûr de lui de par cette réforme structurelle et budgétaire de la part du président kényan. Il y a donc eu cette génération Z, on peut appeler, qui a tout simplement contesté les décisions présidentielles sur les réseaux sociaux, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur X, anciennement Twitter. Voilà, cela montre que cette jeunesse kenyane est réellement politisée, que cette jeunesse kenyane également est soucieuse de son présent et de son avenir, et que cette jeunesse kenyane qui s'est soulevée et qui a contesté donc ces décisions présidentielles a créé un réel rétropédalage donc du camp présidentiel, malgré bien évidemment quelques pertes humaines qui sont très dommageables et très tristes à mettre en avant. Après, il faut mettre aussi en avant que le Kenya, comme la Mauritanie, est un pays très très jeune. 47% de la population a moins de 25 ans. Il y a aussi une situation critique de la part du Kenya par rapport à sa croissance, étant donné que la croissance estimée pour l'année 2024 est à 5%, en baisse par rapport à l'année précédente, parce que la croissance en 2023 était de 5,5%.
et que le Kenya, en fait, se retrouve dans une réelle inquiétude parce qu'elle vient de signer un accord de prêt du Fonds monétaire international à hauteur d'1 milliard de dollars. Et voilà pourquoi le président Ruto, en fait, a fait ses réformes budgétaires et économiques. Mais là, il va falloir qu'il trouve un autre levier pour préparer le remboursement donc, de ce prêt au sein du Fonds monétaire international et surtout de garder la confiance de l'ensemble des instances internationales. Un mot justement sur aussi la réaction à chaud du président hier qui parle d'anarchie, trahison, fait de Botaleb. Un président qui dénonce des trahisons. Est-ce qu'effectivement il y avait des éléments qui pouvaient entrevoir des personnes voulant porter atteinte à leur propre pays? Eh bien, l'ampleur de la colère qui a ciblé des symboles de l'État. Parce que ce qui s'est passé, les événements se sont produits dans les grandes artères du centre de Nairobi. Il n'y a jamais eu de manifestation contestataire dans l'histoire du Kenya, dans ces grandes artères dans lesquelles on trouve des symboles de l'État. Bien sûr le Parlement, le palais présidentiel, la Cour constitutionnelle, et ainsi de suite. Donc ces symboles-là, le fait qu'ils aient été pris à partie par les manifestants, c'est ce qui a poussé le président Ruto à parler de trahison. Cela étant, c'était plus la colère qui était dans la rue, qui s'exprimait. Est-ce que ce sont, selon vous, des manifestations anti-gouvernementales ou anti-projet de loi de finances? Alors, il ne faut pas oublier qu'après 2 ans de mandat, il y a beaucoup de contestations. Le bilan de William Ruto ne séduit pas du tout. Il y a un appel de sa part à plus d'austérité et ce fameux projet de loi de finances qui a augmenté. Donc les taxes sur des produits de première nécessité, sur les transferts de fonds par téléphone et ainsi de suite, qui constituent la vie quotidienne de la plupart des Kenyans. C'est un pays très numérisé, le Kenya, donc tout passe par téléphone. C'est une taxe qui a été perçue comme impopulaire, mais cela ne tranchait avec le train de vie du gouvernement, où quand même on a eu des polémiques autour de ce jet privé qui a été loué à grands frais pour pouvoir transporter la délégation kenyane à Washington, ou d'autres points qui ont été soulevés par la presse, vrai ou pas vrai, fake news ou pas, mais cela alimente un peu cette contestation, cette colère. Mais il ne faut pas oublier que, comme on le soulignait, c'est un pays jeune. Qui dit pays jeune dit une croissance démographique trop importante. Donc, et un PIB par habitant de $2000. Oui, alors $2000, mais ça ne traduit pas la réalité. Il y a de véritables inégalités territoriales. Il y a encore du clanisme, il y a encore des considérations ethniques dans un pays comme le Kenya. Certaines tribus ont plus accès aux grandes fonctions d'État que d'autres, et ainsi de suite. Et donc, cela provoque une colère depuis très longtemps. Il y a eu, il faut pas l'oublier, il y avait eu, au moment de la réélection de président Kenyatta en 2017, il y avait eu des heurts. En 2012, il y avait eu des heurts avec des morts, encore une fois, entre les tribus, des luttes, des tensions entre tribus, des tensions tribales, mais jamais cela n'avait atteint le centre de Nairobi, les grandes artères très modernes, ultramodernes de cette ville qui est une des vitrines de l'Afrique. Et donc c'est ce qui a vraiment profondément choqué. Et on peut y voir à la fois une contestation contre le président, mais on peut aussi y voir une remise en cause de toute la classe politique kenyane, une remise en cause un peu de ce système qui, depuis des décennies, n'arrive pas à réellement réduire la pauvreté en dépit d'une croissance économique importante, en dépit du fait que le pays est donné en exemple quand il s'agit des écosystèmes de la start-up. C'est des pays où les start-up lèvent le plus de fonds en Afrique. Donc il y a 2 Kenya, 2 vitesses, et il y a ce Kenya des start-up qui réussit, qui est successful, comme on dit en anglais, et puis il y a le Kenya des villages, le Kenya rural, le Kenya des petites villes, des moyennes villes, même dans la région qui est le bastion du président William Ruto, où il avait obtenu les meilleurs scores, c'est la région de la vallée du Rift au Kenya, eh bien, même là, on a pu observer des démonstrations, des manifestations contestataires, ce qui veut tout dire, c'est-à-dire c'est une réelle contestation, un désamour entre la base populaire et non pas que le président, mais toute la classe politique du pays. En sachant que le président a été élu en août 2022, ça fait un peu moins de 2 ans, comme vous le disiez,
Et puis avec un programme baptisé Bottom-up Economic Transformation Agenda. Donc, on veut réduire le coût de la vie, éradiquer la faim, créer des emplois, élargir l'assiette fiscale, promouvoir une croissance inclusive en investissant justement dans le capital en bas de la pyramide. C'est ce que vous évoquiez à l'instant, justement, ce Kenya en dehors de Nairobi, et en dehors de la tech et de l'entrepreneuriat qui réussit. Lamine Ouelselem, est-ce que c'est un exemple... par exemple, est-ce que ces manifestations sont un exemple peut-être d'un semblant d'instabilité qui est en train de s'installer dans le pays? Et est-ce qu'un mouvement comme Occupy Parliament peut se transformer en une véritable force d'opposition qui pourrait éventuellement déstabiliser le pouvoir en place? Alors, il faut dire que le Kenya est habitué à ces cycles de violence, par exemple, notamment à chaque échéance politique importante. Sauf que là, nous sommes dans une situation où c'est un moment de contestation qui transcende les partis politiques, les ethnies, les tribus. Nous ne sommes plus dans le clivage classique Kikuyu, Luo, etc. etc. Et l'absence, justement, d'un encadrement de ce mouvement par les partis politiques ou par des acteurs politiques connus suppose que c'est un mouvement d'ampleur nationale, c'est-à-dire qui transcende tout le clivage classique. Est-ce que cela peut mener à une déstabilisation du pays? Jusqu'à présent, le Kenya reste quand même une démocratie où les institutions fonctionnent plus ou moins, même si cela ne se fait jamais sans heurts, etc. On l'a vu avec les élections de 2008, 2017, etc. et 2022, il y a toujours eu des tensions, etc. Mais je pense que ça peut, par contre, ça incontestablement le sens d'une contestation de la politique menée par le gouvernement actuel. Et d'ailleurs, le recul, le retrait justement de ce projet de loi sur la fiscalité et sur la taxation des transactions monétaires électroniques suppose que le gouvernement a pris l'ampleur, la mesure de la gravité de la situation, et c'est un net recul. Est-ce qu'il y a eu une pression justement à l'international qui a pu juste faire changer d'avis, rétropédaler le président et son équipe gouvernementale? On a vu, les réactions ont été unanimes et nombreuses. On a eu la réaction du secrétaire général de l'ONU, bien évidemment, exactement, les États-Unis, l'Union africaine. Donc, est-ce que ça a pu jouer dans la donne et faire rétropédaler le pouvoir sur cette très contestée loi de finances et hausse du coup des impôts? Sans doute que les déclarations des différents partenaires du pays, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, etc., qui ont exprimé leur inquiétude et appelé au calme, etc., bien sûr, ces positions ont été prises en compte par le président Ruto, mais je pense beaucoup plus que c'est plutôt le facteur interne, c'est-à-dire l'ampleur de la mobilisation, le fait qu'elle a ciblé essentiellement les institutions du pouvoir, comme le Parlement, le palais du gouverneur, etc., et le fait qu'elle ait aussi transcendé les clivages politiques classiques, c'est-à-dire y compris parmi les manifestations, certains sont issus de la même ethnie que le président, les manifestations ont eu lieu dans sa région d'origine, la vallée du Rift. Je pense que tout cela a beaucoup plus pesé, c'est-à-dire le front intérieur a beaucoup plus pesé que les interventions ou les déclarations des partenaires extérieurs, même si c'est sans doute le président Ruto en a tenu compte. Mais je pense que la situation est si grave à l'intérieur du pays que le président ne pouvait qu'en tenir compte, à moins qu'il choisisse le bras de fer. Et je pense qu'il a bien compris que cela pouvait éventuellement déboucher sur une situation beaucoup plus difficile à gérer. Et juste avant l'annonce du président du retrait de ce projet de budget, il y a eu un appel à une marche blanche, marche pacifique demain, donc à Nairobi. Que peut-il se passer dans les prochains jours, Yassine Yatioui?
Cette marche blanche va mettre en avant la maturité de cette jeunesse kenyane qui n'est pas là pour déstabiliser dans un but primitif le système politique kényan, mais qui veut tout simplement mettre en avant des demandes d'amélioration de conditions de vie. Il ne faut pas quand même oublier qu'un Kényan sur trois, encore en 2024, vit avec moins de 2,5 dollars par jour. Donc il y a une absence encore de classe moyenne maturée au sein de la société kenyane. Il y a des jeunes de plus en plus diplômés, de plus en plus entreprenants dans le domaine associatif, dans le domaine universitaire, mais manquant réellement et cruellement de moyens pour investir, pour devenir propriétaire, pour avoir une vie, on va dire, stable et pérenne au sein de leur pays d'origine. Donc, il y a une défiance aussi de cette, justement en parlant de maturité politique de cette jeunesse, il y a une défiance vis-à-vis des institutions démocratiques. Parce que, c'est-à-dire que ce sont les élus de la nation qui vont, enfin qui devaient en tout cas voter ce projet de budget. Et donc on était contre en fait avant même qu'ils ne votent. Donc c'est une défiance vis-à-vis des représentants du peuple kényan. C'est une réelle défiance absolument et peut-être une demande de renouvellement aussi du paysage politique kényan, avec peut-être une mise en avant de cette jeunesse qui va peut-être révéler un homme, une femme ou plusieurs groupes d'individus providentiels qui vont mettre en avant ce nouveau visage kényan, comme l'a très bien dit M. Boutaleb tout à l'heure, une jeunesse kenyane interconnectée, une jeunesse kenyane qui est mobilisée, qui est très présente sur Internet, qui est en plus anglicisée de manière parfaite. Donc il va falloir maintenant laisser aussi une certaine place à cette jeunesse kenyante, parce que l'inflation aussi est inquiétante. J'ai les chiffres de la Banque centrale du Kenya sur cette année 2024, 5,1% d'inflation sur un an, 6,2% d'inflation sur les denrées alimentaires et 7,8% sur le carburant, ce qui est totalement énorme pour une jeunesse et une société même en général kenyane qui est encore malheureusement pas assez structurée pour vivre paisiblement et avec assez de ressources. Et avec assez de ressources, bon, ceci étant dit, rien n'empêche aussi de revoir aussi ce programme du gouvernement Hafed Botaleb. Alors, mais comme il vient de le dire, si Tchioui, il y a un problème au niveau même de l'inflation, de la monnaie. Il y a un effondrement du shilling kényan. Et là-dessus, même si le président a retiré cette loi de finances contestée, mais même il y a des problèmes structurels au niveau du Kenya. On parlait tout à l'heure de la démographie. C'est un pays quand même, comme plusieurs pays en Afrique, dont la population a été multipliée peut-être par 6 ou par 7 depuis son indépendance et dont les infrastructures n'ont pas nécessairement suivi. Et souvent, la classe politique était... il y avait une distance en termes d'âge entre les dirigeants et jusqu'à il y a 15 ans, les dirigeants avaient 30-40 ans de plus que la moyenne de la population. Mais là-dessus aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que... Mais c'est la première économie de l'Afrique de l'Est. C'est la première économie d'Afrique de l'Est. On parle du pays comme si c'était un pays qui était vraiment qui est dans la misère, oui, mais on parle quand même d'un pays, d'une économie qui est forte aujourd'hui. C'est une économie, c'est vrai, qui est forte, avec un PIB qui dépasse maintenant les 100 milliards de dollars. Tout à fait. C'est une économie qui est bien loin devant des économies qu'on connaît, qui sont plus proches, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Le Kenya est bien loin devant, il faut le rappeler. C'est un pays qui fait partie du Commonwealth. Tout à l'heure, vous avez parlé des pressions. Le Commonwealth, c'est un club, et un club très british, n'est-ce pas? Exact. Et donc, c'est très mal vu dans ce club quand un président tire sur sa population. C'est très, très mal vu.
On se souvient de ce qui était arrivé à Mugabe, qui a été mis au banc, son pays a été chassé du Commonwealth. Ça a un impact sur la population. Le Commonwealth, c'est une réalité dans ces pays-là, même la population prend en compte. Et donc, le président, il reçoit des pressions de partout. Et effectivement, là-dessus, il y a un véritable travail à faire sur les années qui lui restent à la tête du pays. Mais les pressions, elles viennent du peuple, elles viennent aussi d'institutions financières multilatérales, internationales, pour ne citer que le FMI. Oui, oui, effectivement. Et le problème, c'est surtout la dévaluation du shilling kényan, qui ne peut pas être par décret corrigé. Là, il y a tout un travail structurel à faire pour redresser l'économie. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui les compétences dans l'entourage de William Ruto? Parce que là aussi, ça a été pointé du doigt. Les dirigeants, le gouvernement aujourd'hui n'est pas... D'abord, il est le premier responsable de cette crise et il n'est pas perçu par la population comme étant apte à pouvoir remonter la pente. Mais s'il y a une bonne nouvelle derrière tout cela, c'est quand même que pour la première fois, on a un mouvement citoyen qui transcende les clivages ethniques du pays et qui va sur des questions sociales directes. D'une certaine manière, il y a un mouvement, c'est d'une certaine manière du patriotisme. Là où lui, le président William Ruto, pointait du doigt une trahison, il y a aussi un côté patriote de ces jeunes Kenyans qui... il a dit hier trahison, aujourd'hui il a dit le peuple a parlé. Voilà, c'est ça, bien sûr, il s'adapte. Mais on voit bien le président kenyan changer comme ça en 24 heures. Mais là-dessus, il y a un vrai souci à se faire, puisqu'il se retrouve avec un mouvement contestataire qui va au-delà des ethnies, qui est bien installé territorialement. Il n'est pas que dans la région de Nairobi et dans les banlieues, il est un peu partout sur le territoire. Et comment ce mouvement va pouvoir évoluer, est-ce qu'il va se structurer, est-ce qu'il va au contraire faire acte de cette décision du président? Les contestataires vont revenir chez eux. On ne sait pas, c'est les prochains jours qui nous diront est-ce qu'on a affaire à une vraie contestation au Kenya, ou est-ce que c'était juste un soulèvement pour faire face à un projet de loi de finances qui n'était pas populaire. Ce qui est important à relever aussi, c'est que le Kenya est très important pour l'Occident. En témoigne cette récente visite du président américain, il y a quelques semaines seulement, Joe Biden, qui s'est rendu au Kenya, à Nairobi, rencontrant son homologue William Ruto, et déclarant depuis Nairobi que le Kenya est désormais un allié non membre de l'OTAN. Donc, ce qui donne encore plus d'importance à la stabilité de ce pays, Lamine Ould Salem. Un dernier mot sur cela peut-être, sur l'importance du Kenya dans l'échiquier africain aujourd'hui, compte tenu de la compétition des grandes puissances mondiales sur les terres africaines. Il faut rappeler que Biden n'est pas le premier chef d'État américain oui, bien sûr. Qui s'est arrêté au Kenya ces 30 dernières années. Ce sont plusieurs, et bien sûr sans s'arrêter sur le fait que Obama est lui-même d'origine kenyane. Son père était kenyan, etc. Ouais. Et donc le Kenya a toujours été un pays extrêmement important pour les États-Unis dans cette région. La coopération militaire en termes de renseignement, etc., a toujours été extrêmement très étroite, très poussée. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le Kenya soit aujourd'hui le seul pays africain actuellement qui a été mandaté pour envoyer des soldats pour maintenir l'ordre à Haïti, qui est un territoire certes noir, mais qui est dans la mer des Caraïbes. Donc cela montre à peu près l'importance stratégique qu'accordent les puissances occidentales à un pays comme le Kenya. Très bien. Un dernier mot. Vous vouliez réagir sur ce par rapport au président. En tant qu'expert de relations internationales, le contraire m'aurait étonné. Non, c'est juste pour une nouvelle assez cocasse, c'est que parmi les manifestants, puisqu'on parlait de président américain, figurait la demi-sœur du président Barack Obama. Qui était en direct. Qui avait du mal à parler à cause des gaz lacrymogènes. Et qui faisait partie des contestataires à cette loi de finances. Donc, En tout cas, un dossier à suivre. L'autre dossier qu'on a traité justement en première partie de cette émission, c'est le scrutin électoral en Mauritanie que nous allons bien naturellement suivre pendant nos éditions d'information, mais aussi nos émissions d'analyse sur Médien TV et Médien TV Afrique. Merci beaucoup, Hafid Boutaleb. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Mes remerciements vont également à Yassine Yatioui. Merci d'avoir été avec nous depuis Lyon ce soir. Un immense plaisir, merci beaucoup.
Et Lemine, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'échanger avec vous sur des questions cruciales de notre continent africain. Merci. Merci à vous tous. Merci aux invités. Merci à toi, Khadija. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.